Salut à tous, ici Tazio pour Spotter, j'espère que vous allez tous bien, tout ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour un autre format qui s'appelle Hashtag Analyse, dans lequel on reçoit des experts des réseaux sociaux, d'internet, etc. pour parler de sujets un peu profonds en fait, de tout ce qui se passe sur internet, les réseaux sociaux justement. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné de mon cher pote Vincent Manilev. Salut. Bonjour Vincent. Vincent, bonjour. du coup, si je peux te présenter, tu es écrivain, journaliste et streamer. T'as écrit un livre? Oui, j'ai écrit un livre. T'as écrit un livre, mais mais tu écris aussi sur Internet beaucoup pour d'autres. voilà, je suis rédacteur et j'ai une activité journalistique à côté de mon travail. J'écris sur la culture web en gros et je stream dessus aussi. Et on peut dire que tu écris aussi beaucoup sur les créateurs de contenu Ouais. slash influenceurs. Et c'est d'ailleurs sur ce sujet qu'on va discuter aujourd'hui, parce que il s'est passé plein de choses récemment dans le monde d'Internet, etc., qui parlent de l'influence. Et on trouvait que c'était intéressant de te recevoir, parce que c'est un sujet qui cristallise beaucoup de débats. Et on se disait que c'était cool de pouvoir discuter avec toi sur ce sujet. Voilà. Et du coup, on a parlé du mot influence, là, genre, on discutait genre, en utilisant le mot influence. Est-ce que toi, tu aimes ce mot influenceur, qui est quand même beaucoup utilisé aujourd'hui et qui, on le sait, est un peu sujet à débat, même dans la communauté des influenceurs, justement. Bah, le mot influenceur, c'est très compliqué parce que ça veut tout et rien dire. Ça veut envelopper plein de gens parce qu'en fait, on ne comprend pas leur métier encore aujourd'hui. On dit influenceur parce qu'on a le sentiment que leur activité principale, c'est de faire un relais pour les pubs, pour les marques et en influençant leur communauté. Alors qu'en fait, derrière, il y a des gens avec des capacités, des compétences très différentes. Il y en a qui font du tournage, il y en a qui font de l'acting, il y en a qui font du montage, du community management, il y en a plein qui font tout ça à la fois. Il y en a qui sont hommes et femmes d'affaires. Enfin, c'est tellement varié que en fait, on ne sait pas trop quoi dire. Il y a un peu le mot créateur ou talent dans les agences qui fonctionne bien pour essayer de réaffirmer l'idée que ils ont un talent, ils ont des compétences. C'est vrai que le mot influenceur maintenant, il est très connoté négativement. Déjà parce que le côté influence, il y a une dimension assez péjorative. Ouais, c'est vrai on n'a pas envie de se faire influencer, quoi. Oui, c'est ça, on n'a pas envie de se faire influencer. Et puis derrière ça aussi, on a mis dans le même lot tout un tas de personnes différentes. Et puis même au final, influenceur, ça veut dire quoi quand on sait qu'à partir de, je sais pas, même 1000 abonnés, on est influenceur d'une certaine façon, quoi. C'est vrai. On l'est tous un petit peu à notre manière. On influence nos proches sur Instagram, on influence nos proches sur WhatsApp aussi même, hein, des fois. Je trouve que le mot, ça veut un peu rien dire et ça montre un petit peu, je pense, l'incompréhension qu'il y a derrière autour de tout cet univers, quoi. En fait, est-ce que c'est pas un peu de l'incompréhension de la création de contenu sur Internet et aussi peut-être un peu du mépris par rapport à cette création, tu vois, en mode ces gens-là, ils font que de l'influence et ils ont de la valeur que parce qu'ils sont abonnés et au final, leur création, elle n'a pas tant d'importance que ça. Je me demande s'il n'y a pas un peu de ça aussi derrière ce mot, tu vois. Oui, il y a forcément du mépris parce qu'en fait, Internet et les réseaux sociaux, ils ont un peu cassé les dynamiques habituelles d'accès à la création artistique, notamment. C'est-à-dire que avant, si on voulait faire une BD, c'était extrêmement compliqué. Il fallait des fois être pote avec certains éditeurs, ce genre de choses. Enfin, c'était vraiment une galère et il y a énormément d'artistes, d'auteurs de BD, d'autrices qui souffrent dans ce milieu-là. Et c'est vrai que quand ils voient des gens qui ont 3 millions d'abonnés parce qu'ils font des vidéos sur YouTube, qui vont sortir un manga ou une BD, ça peut créer une forme d'incompréhension de se dire ils ont eu un raccourci et donc une forme de mépris vis-à-vis de ça. Alors que tout simplement, c'est les gens d'Internet, c'est des gens qui avaient juste envie de créer à la base. Certains pour plus ou moins des bonnes ou mauvaises intentions, il faut quand même faire un distinguo. Et c'est juste que, en fait, oui, il y a eu un raccourci, mais à la base, c'est quand même des gens qui créent, quoi. Cyprien, il a toujours envie de faire des films, des BD, des tout. Enfin, C'est vrai. c'est quand même un créateur, c'est quelqu'un, on ne peut pas lui reprocher ça. Voilà. Mais comme il n'a pas eu le parcours habituel, qui est quand même le parcours habituel dans le monde du cinéma, tout ça, il est quand même biaisé par plein de choses, on va être méprisant avec lui parce qu'on aura l'impression qu'il n'a pas fait ses preuves. Alors que il y a tout un tas de contenus qui sont produits sur Internet qui sont bien meilleurs que certains films et surtout certaines comédies françaises qu'on voit au cinéma, par exemple. C'est vrai. Mais d'ailleurs, tu vois, tu parles du fait qu'il y a des contenus qui sont meilleurs que justement ce qu'on produit typiquement au cinéma et à la télé. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, on peut faire une espèce d'échelle de la qualité de la création de contenu sur Internet ou alors tout se vaut plus ou moins en fait,
je me pose la question aussi, tu sais, du mépris par rapport à certains types de créateurs de contenu. Typiquement, on sait que sur Instagram, souvent, les gens vont avoir beaucoup d'avis très connotés négatifs quand on parle d'Instagrammeurs, d'Instagrammeuses, tu vois. Alors que quand on va aller du côté de YouTube, Twitch, ça va être beaucoup plus mis en valeur dans notre inconscient, on va dire. Oui, non, non, c'est sûr qu'il y a en fait autant de créateurs que de contenus. Presque il y a des genres, effectivement, qui sont quand même bien établis. Mais c'est vrai que on ne peut pas mettre dans le même panier, entre guillemets, des gens qui font de la fiction sur Internet et des gens dont le métier consiste à placer un maximum de produits par mois. Ça, c'est évident. Après, ceci étant dit, je pense qu'il faut aussi un peu revoir notre valeur et notre grille de lecture sur qu'est-ce qui a un talent ou non. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a des gens leur talent, c'est leur intimité en fait. Ils ont un talent pour storyteller, faire raconter leur vie personnelle, euh, amener des réflexions sur des fois la santé mentale, avec des fois des gens qui pensent qu'ils peuvent donner des conseils et ça c'est dangereux. Les blogueurs comme Lena Situation. Léna Situation, par exemple, elle a fait de son intimité une industrie, en fait. Et je trouve que c'est un talent d'arriver à parler de soi. Et puis en plus, elle a développé tout un tas de choses. C'est une femme d'affaires, hein, Oui, Léna aussi, ouais. Situation. Elle a fait tout un tas de trucs. C'est comme Kim Kardashian, en fait. Kim Kardashian, elle a vachement été ancrée et enfermée dans une image, etc. Alors que c'est une femme d'affaires énorme. Enfin, elle a créé tout un tas de trucs, des jeux vidéo, un jeu vidéo à succès, des marques de cosmétiques et tout. Donc, je pense qu'il faut réancrer un petit peu ces gens-là, mais il faut aussi reconnaître que bah, le talent aujourd'hui il se trouve dans plein de choses différentes, quoi. Ouais. Et juste dans la capacité à créer du lien avec sa communauté, l'espèce de ce qu'on dit être relatable, quoi, être accessible. Juste, pour moi, c'est un talent de donner l'impression à des gens qu'on ne connaît pas, qu'on est un peu leur grande sœur, leur grand frère, ou ce genre de choses, avec tous les biais et les problèmes que ça pose. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un truc important. Donc c'est pour ça que moi, c'est difficile de classer. Je pense qu'il faut d'abord qu'on revoie notre grille à nous de lecture de ce qui est un talent ou pas, quoi. D'accord. Et je trouve ça vachement intéressant comme réflexion. Et du coup, tu vois, ça va répondre à une question que je me posais aussi par rapport aux influenceurs de télé-réalité. On l'a vu récemment dans le complément d'enquête où il y avait quand même pas mal de biais un peu méprisants aussi par rapport à parce qu'ils viennent de télé-réalité, ce qu'ils font est très, on va dire, superficiel, peu intéressant, etc. Et tu vois, le fait de se dire que leur talent à eux, tu vois, c'est d'arriver à créer cette proximité avec un public, avec une audience. Ça montre que c'est des gens qui, au final, ne sont pas aussi dénués d'intérêt et de compétences que certains vouloir nous faire croire, en fait. Oui, voilà. En fait, avec les influenceurs issus de la télé-réalité, c'est un cas à part, je dirais. Il faut toujours le considérer à part. C'est-à-dire que c'est un type d'influenceur parmi des centaines d'autres. Donc déjà, il faut les prendre donc à part. C'est des gens qui, effectivement, je pense, sont beaucoup plus intelligents que ce que certains essayent de nous faire croire. Ça, c'est évident parce qu'on ne monte pas un business et on ne devient pas connu, on ne génère pas des revenus comme ça si on n'a pas derrière une intelligence d'entrepreneur, d'entrepreneuse, hein, clairement. Après, avec toutes les critiques qu'on peut faire là-dessus. Et effectivement, c'est de la gestion d'images, en fait, c'est vendre du rêve. Je l'oppose un petit peu à certaines personnes, certains youtubeurs, certaines youtubeuses qui essayent toujours de rester accessibles, de faire croire qu'ils ont la même vie que leurs abonnés, alors qu'on sait très bien que quand la caméra est coupée, ils enfilent des vêtements Gucci, ils roulent en Tesla, tu vois. Donc, il y a ce truc-là déjà qui est un peu faux chez certains youtubeurs qu'on trouve super, machin, etc. Au moins, les stars de télé-réalité, tu peux pas leur reprocher de pas être authentique dans le sens où eux, leur richesse, c'est voilà, c'est vendre du rêve, c'est vendre des histoires familiales, c'est vendre du drama, etc. Il y a plein de reproches qu'on peut leur faire, mais ils ont réussi à construire une industrie qui est quand même fascinante. C'est vraiment c'est un multiverse. Enfin, Oui, totalement. c'est Ouais. un truc, on le voit avec l'émission là, Les 50 actuellement, ils ont réuni plein de générations d'influenceurs issus de la télé-réalité. Et ce qui se passe là-dessus, c'est quand même assez dingue en fait, parce que
télé a construit, hein, parce que la télé quand même a beaucoup construit. Parce qu'on dit l'aspect beaucoup réseaux sociaux, etc. Mais c'est la télé qui les a fait émerger. Donc voilà, je pense il y a plein de choses à questionner sur eux, sans condescendance, je pense que c'est mieux. Mais il faut aussi pas oublier un petit peu qu'est-ce qui a permis d'amener ça, quoi. Et c'est des médias traditionnels en partie, quoi. Ouais, très clairement. Et tu vois, justement, là, on parle du fait qu'aujourd'hui, être créateur, c'est aussi être entrepreneur, c'est savoir gérer son business, savoir raconter des histoires. Et il y a quelque chose qui revient assez souvent sur Twitter tous les 4 matins, c'est le fait de se dire que créateur, influenceur, etc., c'est pas vraiment un métier. En tout cas, c'est pas un métier comme les autres, ou alors c'est même pas un du tout. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette allégation et de ce qui peut être dit à chaque fois qu'il y a un drama sur ce sujet-là? Bah, c'est dommage, c'est triste de dire ça parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un métier qui en regroupe tellement d'autres. Enfin, à partir du moment où on commence à pardon, des revenus, il faut monter son entreprise, il faut signer des contrats, ne pas se faire arnaquer, etc. Il faut être bien accompagné, bien entouré. Il faut réfléchir à ses contenus. On dépend de plateformes, d'algorithmes, de ce genre de choses. Il faut gérer des plannings, il faut gérer des équipes, il faut embaucher du monde. Il faut avoir une DA, il faut avoir une présence sur les réseaux sociaux, sur plusieurs réseaux sociaux. Il faut anticiper aussi la fin d'un réseau social, typiquement, et pas mettre ses œufs dans le même panier. En fait, il y a tellement de choses à gérer que c'est ça, c'est qu'on a du mal à circonscrire un peu les contours de ce métier-là. Mais si, ouais, c'est un métier. Enfin, c'est des gens, ils créent des choses, ils en tirent pour certains de gros revenus. Il y a une dimension artistique dans certains de ces contenus, ou même juste de pur divertissement. Pardon, mais enfin, aller dire aller reprocher à certains youtubeurs de ne pas faire du vrai truc, regarder la télé, enfin, juste regarder certains programmes de télé, pardon, mais c'est juste qu'en fait, ils sont dans des studios avec des gros moyens de production. C'est la seule différence. Sinon, ça reste du divertissement, ça reste des trucs des fois débiles, nuls, voire problématiques. C'est un peu la même chose. Donc, en fait, c'est juste que les gens, faut qu'ils s'y habituent, en fait. Ouais, en fait, ce que les gens, je pense, qu'ils ont en tête quand ils pensent au métier de créateur, influenceur, c'est qu'ils voient des hommes sandwich qui sont juste là pour raconter des choses plus ou moins bien et point. Alors qu'en fait, à côté de ça, quand tu es un créateur de contenu, tu dois développer plein de compétences différentes. Déjà, savoir faire une vidéo, parce qu'au début, tu es souvent seul quand tu dois commencer, faire une vidéo, savoir gérer un tournage, savoir l'écrire aussi. Et en fait, c'est des choses que les gens comprennent pas et dans lesquelles ils ont du mal à se projeter, tu vois. Mais voilà, c'est un problème de compétences en fait que les gens comprennent pas. Mais je pense qu'un des problèmes aussi, ça je parle un peu plus de mon point de vue à moi, c'est le traitement médiatique qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'assez vite d'emblée, en fait, on a traité les youtubeurs, notamment, je me rappelle de Période Vidéo City Paris, tout ça, on l'a dit, ah, vous les connaissez peut-être pas, mais vos enfants en raffolent, ils font des vidéos depuis leur chambre. C'était toute cette narration-là, donc depuis leur chambre, c'est-à-dire que c'est amateur, c'est pas réel, etc. Alors que, voilà, Cyprien, il a reproduit sa chambre dans un studio au bout d'un moment, etc. Donc il y a tout ce truc-là qui se met en place. Et on a tout de suite parlé ça comme l'idole des jeunes, une espèce de nouveau Dorothée en gros, et sous l'angle financier, avec des articles qui les présentaient comme des millionnaires, qui gagnent beaucoup d'argent, ce genre de choses. Et à partir de là, ça a créé un décalage, ça a créé en plus une méfiance de la part des influenceurs vis-à-vis des médias traditionnels. Et en plus, bah, les gens dans l'inconscient collectif, parce qu'il faut se rappeler que l'immense majorité des gens, leur seul rapport avec les influenceurs, c'est via des émissions comme Complément d'enquête, comme Envoyé spécial, comme Michou interviewé par Nico Aliagas sur TF1. C'est leur seul rapport à ça. C'est chez Ardisson, c'est chez Ruquier. Donc c'est des trucs très négatifs. Ils vont pas aller creuser, ils vont pas aller voir l'interview de Billy chez DFG où il parle de dépression, etc. quoi. En fait, c'est ça le problème à mon sens, c'est que je pense qu'il y a un manque d'espace pour parler de l'aspect juste purement création, quoi. Juste, qu'est-ce que c'est au quotidien, c'est quoi les ambitions d'un Michou aujourd'hui, quoi. C'est un peu ce qu'on essaie de faire à notre échelle avec Spotter, c'est de parler un peu de création. Voilà. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, tout au début de ta réponse tout à l'heure, tu as cité le fait qu'aujourd'hui, les créateurs doivent savoir dealer avec leur propre plateforme. On sait qu'il y a des petits problèmes entre parfois YouTube et les YouTubeurs, entre Twitch et les streamers. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire un peu plus de l'état de la relation entre créateurs et plateforme?
Je vais parler principalement, je pense, de YouTube parce que c'est ce que je connais le mieux et c'est la plateforme qui, à mon sens, est une des plus implantées. Globalement, on peut parler de Twitch aussi. Il y avait Ben de Twitch Oui, qui était connu, qui est parti de Twitch maintenant, mais qui était un peu le relais et le point de contact pour beaucoup de gens. Et d'ailleurs, il y a eu il y a quelques temps à la garde d'une autre personne de Twitch France des accusations très graves c'est vrai. d'abus vis-à-vis de streameuses. Donc sur Twitch, il y a ce problème-là qui peut exister, hein, clairement, c'est-à-dire que des gens en position de pouvoir chez Twitch, une personne en l'occurrence, a été accusée d'avoir abusé de sa position pour profiter et se rapprocher de certaines streameuses. Donc ça, c'est un vrai problème dans le sens où effectivement, c'est des plateformes qui sont tellement énormes, c'est difficile d'avoir des contacts humains directs. Et chez YouTube, ce que je connais un peu plus en l'occurrence, et je connais certaines personnes là-bas, il y a des personnes qui sont attitrées pour créer cette conversation-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube en France, bah, c'est une équipe qui est sur les relations avec les vidéastes n'est pas énorme non plus. Et en plus, ils appartiennent à YouTube Europe, donc il y a une gestion à Londres, qui ensuite fait remonter les choses aux États-Unis. Donc en fait, entre les éléments sur lesquels les vidéastes peuvent avoir des critiques, ce genre de choses, et le moment où ça va arriver aux États-Unis, au moment où il va y avoir des développements faits, etc., pour peut-être changer certaines choses, ça peut être très long et ça peut être très compliqué. Il y a des rencontres qui sont organisées, bien sûr. Il n'y a pas longtemps, un festival à Avignon, le festival Frames, des gens de YouTube sont venus, ils ont fait une FAQ, ils sont assis dans une salle, ils ont dit posez-nous vos questions. Et ça, c'était une première à mon sens, parce qu'on a pu leur poser des questions parfois un peu compliqué, mais au moins c'était une démarche, je trouve, qui était intéressante et je pense qu'ils devraient continuer à creuser. Parce que comme YouTube et les plateformes en général alimentent beaucoup de mystères autour de leurs algorithmes, etc., des fois je trouve que ça crée des fausses compréhensions, des gens qui font des théories. Ah, moi j'ai compris l'algorithme, ah, moi j'ai été shadowban, etc. Alors qu'en fait on n'en sait rien réellement et même des fois au sein des plateformes on n'en sait rien non plus. Je vais donner juste un exemple, mais il y a un élément qui agace pas mal de vidéastes en ce moment, c'est sur YouTube, c'est quand la vidéo fonctionne moins bien, on reçoit un message d'alerte qui dit ah votre vidéo a moins C'est bien vrai. performé. Et ça, en termes de questions de santé mentale, ce genre de choses, ça peut avoir un vrai impact. Et ça a été remonté lors du festival. Et une de leurs réponses, c'est de dire qu'il y a quelqu'un maintenant, depuis à peu près 6 mois, travaille sur les questions de santé mentale chez YouTube C'est super France. bien ça. C'est super Et bien. c'est une bonne démarche, mais il faut voir où ça va venir et il faut voir à quel point les échanges vont continuer à pouvoir se développer. Parce que encore une fois, malheureusement, sur les plateformes, c'est pas tout le monde qui peut parler à YouTube, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et en plus, je trouve ça un peu inutile d'envoyer des messages en mode de oula, attention, vos vidéos pas marché, c'est tout. Enfin, quand tu regardes la barre des stats, tu les vois bien qu'elles sont toutes en rouge, quoi, Oui, tes oui. stats. Donc, bon. Non, non, et c'est- puis c'est en plus, il y a plein de pression indirecte à publier régulièrement, ou enfin ce genre de choses. Donc ça crée, c'est pas un état sain pour une activité qui est ultra précaire. Mais il me semble même qu'il y avait eu des faits divers assez graves. Alors, je, sais plus je ne sais plus si c'est chez YouTube, mais des créateurs de contenu YouTube qui étaient partis au siège de YouTube, je crois, aux USA, avec des couteaux, etc. Je sais pas si tu te rappelles de ce fait divers-là. Enfin, Alors moi je sais qu'il y avait eu quelqu'un qui avait tenté de pénétrer ou qui avait pénétré dans les locaux de YouTube, il me semble, mais je ne saurais pas dire si c'était un vidéaste ou pas. Je sais qu'il y avait eu un truc comme ça à un moment, mais oui, après, globalement, ça va jamais très rarement dans des extrêmes comme ça, mais il y a une frustration, il y a une frustration chez pas mal de gens. Chez Twitch, c'est pareil, sur le partage des revenus, sur la lisibilité, sur la mise en avant. En fait, c'est frustrant parce que c'est quand même des gens qui créent du contenu et permettent à ces plateformes de générer des revenus. Et ils sont un peu employés, en même temps pas vraiment. C'est une situation vraiment délicate et je trouve qu'on oublie trop vite que c'est ultra précaire, quoi. bah, justement, tu vois, là, on parle des tensions qu'on peut subir quand on est créateur, tu vois, avec les plateformes. Et d'ailleurs, il y a un truc sur lequel les plateformes peuvent avoir aussi leur part de responsabilité, c'est celle du rapport qu'entretiennent les créateurs avec leur propre audience. On le sait, des fois, ça peut partir dans des ambiances assez sombres. On l'a vu dans plein de cas différents, allant parfois même jusqu'au harcèlement. Aujourd'hui, c'est quoi un peu l'état des lieux de ce qui se passe à ce niveau-là? Et surtout, comment est-ce qu'on peut faire pour aller, on va dire, plus loin et on va dire mieux gérer ces situations-là au quotidien, quoi? Bah, moi, je pense, c'est ce que je dis, mais ça,
ça vaut pour, à mon sens, les fake news, ça vaut pour plein de choses. C'est l'éducation aux médias. Déjà, je trouve que c'est essentiel. Il devrait y avoir, comme il y a, je sais plus, ça fait longtemps que je suis pas allé, j'ai mon bac il y a longtemps maintenant, mais il y avait des cours d'éducation civique. Mhm. Il devrait y avoir des cours d'éducation aux Je médias. suis tellement d'accord avec toi. On devrait accompagner les jeunes très tôt, même dès la primaire, à leur dire cette image, cette vidéo, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment l'analyser, comment s'informer, quelle est la valeur de l'information, quelle est la valeur du lien que vous entretenez avec votre youtubeur préféré, parce que c'est pas votre pote, etc. Il y a tous les sujets sur les relations parasociales qui ont été racontés par plein de youtubeurs, dont certains qui ont ensuite été accusés Oui. de trucs très graves. Et je pense que ça, c'est un truc qui est essentiel, c'est-à-dire il faut faire de l'accompagnement. Je pense qu'il faut qu'à l'école, il y ait des discours là-dessus. Il faut que les parents, sans non plus sermonner leurs enfants, etc., juste s'intéressent, juste disent Ouais. c'est qui ton youtubeur préféré, qui est-ce que tu aimes suivre, regarde peut-être une vidéo avec leurs enfants. Je pense que c'est un truc qui est essentiel. Et ça, c'est l'aspect genre comment accompagner les gens qui sont de l'autre côté de l'écran. Et je pense que il faut un vrai accompagnement aussi des vidéastes. Et je pense que YouTube ou les plateformes ont une responsabilité là-dedans, puisque c'est elles qui encouragent à créer du lien avec ses abonnés, qui donnent les outils pour créer une proximité. Donc à partir de là, à mon sens, c'est un sujet, il devrait y avoir des vidéos faites de prévention, d'alerte là-dessus. Et puis je pense, de manière générale aussi, il faut une meilleure couverture médiatique de ça. Il y a eu une affaire qui a été couverte par Mediapart il y a quelques mois. Des affaires comme ça, il y en a énormément. Malheureusement, c'est des fois difficile de faire sortir ces histoires, entre guillemets, pour toutes les raisons qu'on connaît. Très opaque. Voilà. Et puis, les victimes, malheureusement, de ce genre de choses ne sont pas encouragées à témoigner, ou qu'elles le font publiquement, elles se font harceler, elles sont peut-être mal accompagnées par la justice aussi, même régulièrement. Et donc, c'est tout un tas de choses à mettre en place, mais je pense que, ouais, ouais, enfin, c'est un peu large, ça fait un peu programme en 4 points, mais je pense il y a un vrai truc à faire parce que les plateformes, c'est les médias d'aujourd'hui et c'est ce que consomment les jeunes. Et si on les laisse tout seuls devant, et si on laisse les créateurs tout seuls aussi, bah, ça crée malheureusement les dérives qu'on connaît, quoi. Moi, je suis assez d'accord avec toi et même plus loin, je dirais, sur toi, tu parlais d'éducation aux médias. Je pense aussi qu'il faudrait des cours d'éducation à comment est-ce qu'on utilise Internet précisément. Tu vois, moi, j'en ai eu un dans ma vie. J'étais en primaire et genre, je devais avoir, je sais pas, 9 10 ans, tu vois. Et on m'a juste appris à faire des bonnes recherches Google, tu vois. Mais allons plus loin, tu vois. Allons creuser tous ces trucs-là de qu'est-ce qui se passe sur Internet, comment bien utiliser Internet, quels sont les bons contenus, entre guillemets, à voir sur Internet. Comment se protéger Comment aussi. Exactement, tu vois, il y a tellement de trucs à voir, tu vois, on le voit, il y a tellement de prédateurs sur tout ce qui est TikTok et tout, tu vois, qui sont des réseaux qui sont, mine de rien, assez peu modérés à ce niveau-là. Bref, il y a plein de trucs à faire encore, et, et même, il y a une responsabilité aussi, je pense, à avoir au niveau de l'État, tu vois. On a des ministères de transition au numérique, tu vois, qui ont été créés et tout, mais alors, j'aimerais pas que ce soit elle, mais Magali Berda, tu vois, qui dit qu'elle va être ministre des réseaux sociaux, un peu sous le ton de l'humour. Bah moi je suis en mode bah en vrai, ce serait pas une idée déconnante d'avoir quelqu'un au gouvernement qui soit bien sûr calé sur ces sujets et qui soit pas quelqu'un qui vend des campagnes de scam, tu vois, mais typiquement avoir quelqu'un qui s'occupe de tout ça pour à la fois gérer l'éducation à ce sujet et mieux encadrer tout ce qui se passe sur Internet, ça paraît être quelque chose qui devrait en tout cas naître. Alors ça sera peut-être pas là dans les 5 prochaines années, mais dans les décennies à venir, ça me paraît être quelque chose de... Ouais. Mais le problème, encore une fois, c'est le décalage qui est entre les élus, les gens qui sont capables de faire passer des lois, et les usages, et les gens qui utilisent Internet. Je regardais des vidéos du passage de Mark Zuckerberg au Congrès il y a 4 ans, et il expliquait Internet quoi, Ouais. aux élus. Donc c'est très compliqué. Il faut des gens qui comprennent Internet. Et, ouais, et puis il y a toujours ce décalage. Internet va tellement plus vite que les lois. Là, cet été, il y a une loi qui est passée sur le retrait des vidéos faisant l'apologie du terrorisme, si je ne me trompe pas, mais cet été. Alors que ça fait des années, des années. Donc, enfin, c'est très lent, c'est frustrant, mais je pense que c'est pour ça qu'il faut déjà d'un point de vue médiatique, réseaux sociaux, pouvoir en parler et créer des espaces de discussion là-dessus, parce qu'en fait,
on n'a pas le temps d'attendre que les lois passent, on n'a pas le temps d'attendre que les médias s'emparent vraiment de ces sujets-là. Donc je pense que c'est important ouais, de pouvoir en discuter régulièrement, quoi. Très bien. Autre sujet, on va revenir encore plus en arrière. Tout à l'heure, on parlait dans notre rapport créateur-plateforme de quelque chose et tu as mentionné quelque chose d'assez intéressant, c'est celui du fait qu'aujourd'hui, c'est aussi les plateformes qui gèrent la mise en avant des créateurs. Il y a une critique qui revient sur beaucoup de plateformes, YouTube typiquement, euh, du fait qu'aujourd'hui, quand on crée du contenu, c'est quasiment impossible d'émerger. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça et est-ce qu'aujourd'hui, devenir créateur, c'est encore quelque chose de possible, ou en tout cas possible sans réseau, puisqu'en fait aujourd'hui il y a quand même beaucoup de, de gros influenceurs, gros créateurs qui vont monopoliser toute l'audience. Je pense à Twitch notamment, quand il y a Zerator ou Kameto qui allume son live, boum, hop, tous les viewers ils remontent sur son live, tu vois. Et du coup les petits streamers, bah hop, ils disparaissent, enfin, ils se font avaler. Qu'est-ce que tu penses un peu de cet état du métier et de son accessibilité, entre guillemets? Bah, le problème, c'est le capitalisme. Voilà, globalement. C'est régi par ces lois-là. Donc en termes de visibilité, bah, effectivement, il y en a énormément qui prennent les grosses parts du gâteau et derrière, il reste quand même juste des miettes. Après, ça peut s'interroger sur plein de choses, c'est-à-dire que il faudrait que les créateurs soient plus ouverts aussi pour mettre en avant d'autres personnes sur Twitch en faisant des raids sur des plus petits créateurs, des plus petites créatrices typiquement, mais ça leur demande un effort et c'est très clanique ce milieu-là. Voilà, faut faire partie du sérail, il faut être machin. Et ça ne les dérange pas des fois d'avoir des gens très problématiques dans ce microcosme-là. Effectivement. On l'a vu encore aux Z-Event récemment. Mais en fait, il y a ça, il y a un effort de la part des créateurs à faire. Il y a, je pense, un effort de nous-mêmes à faire globalement sur apprendre à découvrir, apprendre à se perdre un peu sur Internet. Il y a des sites qui existent pour découvrir des petits streamers. Et il y avait PetitTube il y a quelques années encore pour découvrir des vidéos qui avaient 0 vue, 1 vue, 2 vues. Mais ça, bon, ça peut vite devenir très glauque. Effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, effectivement, les plateformes sont faites pour nous pousser du contenu qui marche parce qu'elles veulent qu'on reste dessus. Donc forcément, ils vont nous pousser les vidéos de Squeezie, de Michou, ce genre de choses, les lives de Zerator, de Ponce, etc. Donc ça, les plateformes sont faites comme ça. C'est à nous de faire un effort, je pense, pour se perdre un peu, pour découvrir d'autres personnes. Et il y a des associations, il y a les internets de TES à la fin qui mettent en avant des créatrices. Il y a des médias comme le vôtre qui font découvrir des nouvelles personnes, des nouvelles tendances, etc. Et puis je pense qu'il faut qu'on accepte de se perdre un peu parce que, et notamment avec TikTok, on a pris une espèce d'autoroute de la consommation de contenu, je trouve, dans le sens où on swipe et on va rarement aller taper des mots-clés ou ce C'est genre de vrai. choses. Et je trouve que c'est bien juste des fois, moi j'aime bien taper des fois des mots-clés, juste des métiers. Enfin, il y a eu toute la mode des installateurs de fibres. Moi j'ai trop aimé savoir comment les chauffeurs poids lourds menaient leur vie, quoi. C'est vrai qu'il y a un côté, un side de YouTube là-dessus. Oui, Il y a, je vais raconter un peu ma vie, mais il y a un moment quand j'étais en alternance, on m'avait demandé de faire un benchmark sur ce qui se passait dans le monde des chauffeurs sur YouTube. Et j'ai trouvé ça mais, tellement passionnant. Genre, c'est des espèces de dashcam où eux ils racontent leur vie, c'est limite du live différé, tu vois. Où juste ils sont là, ils se filment pendant 4-5 heures et à discuter en roulant, et puis après hop, et puis bizarre, et t'es en mode mais waouh, c'est non, non, trop intéressant. mais c'est trop intéressant. Il y a quelqu'un sur TikTok qui fait des lives depuis une grue aussi. Enfin, il y a plein de choses à découvrir. C'est juste qu'en fait, ça va faire un peu vieux con de dire ça, mais on est un peu devenu flemmard, je pense, dans le sens où le contenu, on nous l'apporte par pack de 10 quoi. Sur Netflix, sur TikTok, sur YouTube. Et on a perdu un peu ce réflexe, je pense, des fois de diguer et de sortir un petit peu du sentier qu'on trace pour nous. Et je trouve ça dommage. Et c'est pour ça que c'est bien de temps en temps d'essayer d'essayer de se perdre un peu. Des fois, on a des mauvaises surprises, mais des fois, on peut avoir des surprises trop cool, quoi. C'est clair. Nous, on aimerait que chacune des personnes que l'on interview puisse recommander un petit créateur, une petite créatrice qui kiffe. Alors, je te laisse le faire si tu as quelqu'un en tête. Bah, j'ai deux personnes en tête. La première, elle s'appelle Astro Amandine. Donc, le pseudo veut un peu tout dire, mais c'est une jeune femme qui vient de passer son bac ou qui va passer son bac et qui parle d'astronomie. Et Ok. c'est trop cool. Elle a son télescope et elle raconte un petit peu l'actualité du milieu et tout ça. Et c'est trop stylé.
Trop cool. J'adore l'astronomie personnellement en plus. Donc, Ouais, c'est un monde incroyable. Et l'autre, c'est pas le tout le même thème, mais ça s'appelle Visiter les WC avec CC. CC, CE. Ok, Et c'est une jeune femme, en fait, c'est un peu du Christopher Nolan des chiottes, tu vois. ok. C'est-à-dire, elle fait un plan séquence et elle va dans des restos, dans des boutiques, dans des bars et elle va visiter les toilettes et mettre des notes donc, sur l'originalité, la qualité du papier toilette. Elle fait une note globale à la Et fin. c'est excellent. Et un de ses plus connus, c'est quand elle va visiter les toilettes d'une boutique Dior, où elle galère à trouver, etc. Mais le résultat, il est incroyable. C'est Voilà. incroyable parce que c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent, tu sais, sur. Moi, il m'arrive souvent de voir des posts comme ça sur Twitter et tout, où tu vois des gens qui sont. Oh, regardez les toilettes, comme elles sont trop marrantes, trop fun et tout. Et elle en a fait un compte. Elle en a fait un compte. Et voilà, visiter les WC avec CC, Et bah, c'est une de addiction. toute façon, pour les deux comptes, Astro Amandine et visiter les WC avec CC, il y aura le lien en description. Donc voilà, n'hésitez pas à les checker. Nous, c'est ce qu'on va faire de suite en concluant cette vidéo. Je te remercie, Merci Vincent, beaucoup. Merci à toi. pour être venu. C'était super intéressant et franchement, c'est un sujet dont je voulais grave parler avec toi et c'était un plaisir pour moi de t'avoir. Bah, je suis très content, si tu es content. Voilà. Et ben, on est content alors. Et merci à vous de nous avoir suivis sur cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous l'avez apprécié parce que le but pour nous, c'est de vous sortir en fait plein de contenus différents comme ça et c'est un indicateur absolument fabuleux pour savoir si ça vous plaît. Pareil pour les likes, les partages, les commentaires. De toute façon, vous connaissez le grand packaging du monde de YouTube pour favoriser l'algorithme. Bref, c'était Tazio pour Spotters. On se retrouve à la prochaine pour plus de vidéos, plus d'interviews. Salut!